Difficiles conditions de travail pour le personnel de Médecins sans frontières au Soudan du Sud. Il a trouvé refuge dans des marais pour fuir les combats. Les éléments de l'opération Sangaris, victimes de l'affaire de viol de mineurs en Centrafrique, ils sont l'objet d'insultes de la part des populations. Enfin, arrestation de l'auteur présumé du quadruple meurtre de Washington. Il aurait été confondu par son ADN. Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur Sika TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, cette information qui nous parvient du Togo. Le Premier ministre a remis sa démission et celle du gouvernement au président Faure Gnassingbé qui l'a acceptée. L'information a été rendue publique vendredi soir dans le pays. Cette démission intervient notamment près d'un mois après l'élection présidentielle du 25 avril dernier. Scrutin remporté par le président sortant Faure Gnassingbé avec 58,77% des suffrages exprimés contre 35,19% pour son adversaire Jean-Pierre Fabre, selon bien sûr les officiels de la Cour constitutionnelle togolaise. Au Soudan du Sud, le personnel soignant de l'ONG Médecins sans frontières a dû se réfugier dans des marais avec des patients pour échapper au combat. Pendant ce temps, l'armée reprenait l'enclave rebelle de l'EI dans le nord. Le conflit, marqué par des atrocités des deux camps, massacres, viols de masse, enfants soldats, avait commencé en décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir avait accusé son ancien vice-président Riek Machar de formater un coup d'État. Depuis, les combats dans le pays le plus jeune de la planète, qui n'avait obtenu son indépendance du Soudan qu'en 2011, ont fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés. Et aujourd'hui, plus de la moitié des 12 millions de Sud-Soudanais dépendent de l'aide humanitaire, dont 2,5 millions souffrent de problèmes alimentaires graves. S'ils ne peuvent pas rentrer chez eux, comment est-ce qu'ils vont avoir accès à l'aide humanitaire dont ils ont besoin pour continuer à vivre dans la dignité et pour continuer à survivre dans certains cas? Le conflit politique bloque notre accès aux zones de combat et nous empêche de fournir de l'aide médicale d'urgence. Ce n'est jamais le bon moment pour la guerre, mais cette période de l'année est particulièrement mauvaise pour les civils du Soudan du Sud. Lire, la ville natale de Machar, chef de la rébellion, avait déjà été mise à sac par les forces gouvernementales en janvier 2014, qui avaient alors incendié l'hôpital de Médecins sans frontières, le seul existant en zone rebelle. L'ONG l'a depuis reconstruit, mais a évacué récemment son personnel étranger à l'approche des combats, laissant 200 000 personnes sans accès aux soins. Nous avons dû fermer notre hôpital de Lire dans l'état d'unité à cause du conflit. Notre personnel a dû s'enfuir dans les marais. Ils nous ont dit qu'ils se cachaient dans les marais par crainte pour leur vie et qu'ils avaient été attaqués par des hommes en uniforme. Je ne sais pas si mon personnel est encore en vie, s'ils sont tous vivants. L'assaut lancé fin avril dans le nord par l'armée est un des plus importants et violents de la guerre. L'avancée des combattants gouvernementaux qui violent, incendient villes et villages et pillent l'aide humanitaire a poussé plus de 650 000 personnes à fuir. En République centrafricaine, l'affaire de viol de mineurs par des soldats français continue de susciter des réactions hostiles. Dans certaines rues de Bangui, la capitale, les soldats français sont victimes d'insultes de la part de la population, alors qu'ailleurs, on leur témoigne de la reconnaissance. Mais pour ces soldats, le plus important, c'est d'exécuter leur mission. Reportage. Violeurs d'enfants, voleurs de diamants, rentrez chez vous. Stoïques, les soldats français de Sangaris essuient les insultes de la foule lors d'une patrouille de plus de 3 heures à travers Bangui. Les accusations de viol sur mineurs par des soldats français durant la crise qui a ravagé la Centrafrique ces 2 dernières années ont fait leur chemin. Nous avons effectivement pu essuyer quelques insultes suite à l'affaire supposée des viols d'enfants, mais ce sont en général dans des quartiers qui ne nous étaient pas naturellement forcément favorables. Maintenant, en contrepartie, nous avons aussi beaucoup de témoignages d'encouragement
de la part d'une population qui est reconnaissante et qui sait très bien ce que Sangaris a pu faire à son profit depuis le début de l'opération. Cependant, les avis sont partagés. Dans les quartiers musulmans, le début de l'intervention française en décembre 2013 est ressenti comme le coup d'envoi des violences interreligieuses qui ont fait des milliers de morts. Côté chrétien, on accuse l'ancienne puissance coloniale d'avoir armé l'ex-rébellion Séléka au pouvoir entre mars 2013 et janvier 2014 qui a commis de nombreuses exactions. Néanmoins, les soldats reçoivent également beaucoup d'encouragement de la part d'une certaine population qui est reconnaissante pour ce que Sangaris a pu faire à son profit. Avant, on passait là-bas dans le kilomètre 5, mais vu les dégâts, on ne peut pas passer là-bas. Mais s'ils sont là comme ça, on se sent en sécurité, quoi. On se sent à l'aise, c'est bien. Notons que la France, qui a déployé 2000 hommes et contribué à la pacification partielle du pays, se désengage progressivement au profit des forces onusiennes. En Éthiopie, le parti au pouvoir se veut optimiste sur ses chances de remporter les législatives de demain dimanche. Il estime notamment que son bilan économique lui permettra de faire la différence. Quant au parti bleu de l'opposition, il a mené sa dernière campagne électorale à Addis Abeba. Le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens domine sans partage depuis un quart de siècle le pays et ses 94 millions d'habitants. Ces élections, pour lesquelles 36,8 millions d'Éthiopiens enregistrés sont appelés à choisir les 547 députés de la Chambre des représentants du peuple, ainsi que les assemblées régionales, sont les premières depuis la mort de l'homme fort du pays, Meles Zenawi. Son successeur, Haile Mariam Desalegn, inconnu du grand public, a poursuivi sa politique des grands travaux et promis de donner davantage d'espace à l'opposition. Malgré ses promesses d'ouverture, les partis d'opposition accusent le parti au pouvoir d'user de tactiques autoritaires pour museler la campagne électorale et conserver sa position dominante. Nous ne pouvons même pas faire campagne dans les rues d'Addis. Si vous allez dans le quartier de Welayeta, ils mettent des clous sous les pneus pour les aplatir. Ils nous intimident de cette manière dans tout le pays et c'est encore plus difficile dans la campagne. C'est un peu mieux à Addis, mais il y a quand même 15 personnes qui ont été arrêtées. Hormis quelques affiches sur les murs, la présence de l'opposition est à peine visible dans les rues d'Addis Abeba. Le scrutin peine à mobiliser une population convaincue que l'élection est jouée d'avance. Des plaintes jugées sans fondement par le parti au pouvoir, ainsi que la commission électorale chargée de veiller au bon déroulement du scrutin. L'opposition n'est pas une menace au sens propre du terme. L'opposition ne présente pas un vrai défi. C'est un partenaire dans la lutte politique et dans le développement politique. Le problème, c'est leur orientation. Ces partis politiques estiment qu'ils vont pouvoir arriver au pouvoir avec des violations. Mais en Éthiopie, ça ne marche pas comme ça. Jamais. La commission électorale déploiera quelques 40 000 observateurs dans les 45 795 bureaux du pays le jour du scrutin. Rendons-nous maintenant au Soudan. Des centaines de manifestants islamistes ont mené vendredi un rassemblement devant les bureaux des Nations Unies à Khartoum. Ils protestaient ainsi contre la condamnation à mort de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi. Ils étaient plus d'1 millier d'islamistes soudanais à s'être rassemblés ce vendredi à Khartoum devant les bureaux du programme des Nations Unies pour le développement. Ces fervents défenseurs de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi sont venus protester contre la peine de mort prononcée à l'encontre de leur leader charismatique au Caire. Nous sommes sortis pour appeler les Nations Unies, la Ligue arabe, l'Union africaine et tous les pays arabes à se lever contre cela. Et le gouvernement égyptien a annulé la décision car c'est un jugement répressif. Les manifestants s'insurgent par ailleurs contre le mauvais traitement infligé aux islamistes en Égypte. Nous, les femmes du mouvement islamique au Soudan, condamnons fortement le meurtre de nos frères musulmans et leur exécution. Celui qui tue une personne, c'est comme s'il tuait tout le monde. Notons que quelques dizaines d'Égyptiens ont pris part à cette manifestation qui s'est déroulée sans incident.
Aux États-Unis, la police a arrêté le suspect du quadruple meurtre perpétré dans un quartier de Washington. Le présumé auteur des meurtres aurait été identifié grâce à son ADN prélevé sur des restes de pizza. Les images. C'est grâce à de l'ADN retrouvé sur des restes de pizza que la police a pu lui mettre la main dessus. Daron Dillon Witt, 34 ans, a été arrêté à Washington après une chasse à l'homme de quelques jours entre la capitale et New York. Il est soupçonné d'avoir tué un riche homme d'affaires, son épouse, leur fils de 10 ans ainsi que leur employé de maison. Les victimes avaient été retrouvées sans vie le 14 mai dernier dans leur résidence. Le meurtrier les avait ligotées et brutalisées avant de mettre le feu à la maison. La police avait remonté la trace de Daron et l'avait suivi jusqu'à un hôtel du Maryland à une trentaine de kilomètres au nord de Washington. Nous l'avons suivi sur 7,8 km et il a fait un demi-tour bizarre. Nous avons finalement pu le maîtriser. Le soir du drame, l'homme d'affaires assassiné avait reçu un paquet contenant 40 000 $ en liquide peu de temps avant l'incendie. Le vol pourrait donc être le mobile du crime. Daron Witt était déjà connu des forces de police américaines. Il avait fait l'objet de poursuites judiciaires dans 6 autres affaires dans lesquelles il avait à chaque fois été acquitté. Pour refermer cette édition, rendons-nous en Libye avec les images d'un spectacle insolite dans ce pays en proie au chaos. Il s'agit d'une course qui draine sur la plage de nombreux spectateurs enthousiastes à une soixantaine de kilomètres à l'est de Tripoli. Regardez. Des courses réunissant des Libyens de tous bords sont organisées chaque vendredi sous le regard de centaines de spectateurs venus les acclamer. Des dizaines de pilotes à bord de 4x4, à bord des drapeaux libyens ou des affiches sur lesquelles est « Jeune de Libye » ou « Le roi du volant ». Vrombissement de moteur, crissement de pneus, coups de volant et sable qui s'envolent. Peu avant le coucher du soleil, le coup d'envoi de la course est donné. Des voitures orange, rouge, jaune démarrent en trombe et tentent d'atteindre le sommet de la dune sous les de l'assistance. Certains échouent et refont des essais sous les encouragements du public, d'autres abandonnent. Plutôt que le temps mis pour arriver en haut, c'est le style qui prime ainsi que l'habileté à manœuvrer pour atteindre le sommet. La compétition se termine au bout de 2 heures par une sorte de rallye sur 3 km longeant la mer avec la participation de tous les concurrents. Les gens sont nombreux à nous critiquer. Ils trouvent que nous sommes en train de jouer, comme on dit dans notre dialecte, et que nous nous fichons de la guerre et des problèmes du pays. Mais ce n'est pas vrai. D'ailleurs, des soldats et des policiers participent à notre compétition. Nous venons ici tous les vendredis, après une longue et dure semaine de travail, pour savoir davantage sur les marques de voitures et pour avoir la chance de rencontrer de nouveaux amis. C'est une sorte de compétition entre les 4x4. Ce rendez-vous hebdomadaire donne une image différente de ce que les télévisions rapportent sur la situation en Libye. C'est cette Libye sans tension, de coexistence et de joie qui doit être montrée à l'Afrique et le reste du monde, clament la plupart des participants à ce spectacle. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Passez une très bonne journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.